Comment optimiser ses revenus, sortir un maximum de cash de sa boîte sans pénaliser sa boîte? C'est la question qu'on va se poser dans ce nouvel épisode de Pause Compta. Et comme à chaque fois, à mes côtés, deux visages d'Amaris, un petit nouveau. Aujourd'hui, honneur à lui, Monsieur Benoît est avec nous. Comment ça va, Benoît? Très très bien, merci. Très heureux d'intégrer le groupe. Bienvenue sur ce plateau, dans cette équipe. À tes côtés, un habitué, Jordan. Alors tu dis petit nouveau, mais ils sont tous plus petits que moi. C'est vrai, de base, c'est clair que tu es très imposant, mais tu es de plus en plus beau, je le dis à chaque fois. Mais c'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir tes secrets. Oh, je suis bien dans mes chaussettes. Non, mais tu vois, tu me sors à chaque fois des banalités. Maintenant, je vais creuser. Je vais aller chez toi, devant chez toi, je vais finir par savoir. Jordan, bon les amis, c'est un vrai sujet aujourd'hui, vous l'avez adoré. On a sorti un premier épisode sur l'optimisation des revenus et je crois que c'est l'épisode numéro 1 aujourd'hui. Oui, il a été longtemps. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas faire une partie 2 parce que nos amis sont venus chez moi et m'ont dit Davy, il faut absolument faire une partie 2. Pourquoi ? Alors sans doute parce que le premier épisode, en fait, il parlait beaucoup de la rémunération et de comment optimiser la rémunération du dirigeant lorsqu'il lance sa boîte, de manière à ce que ça lui coûte moins cher et à sa société. Mais après, on peut aller plus loin lorsque l'entreprise se développe et qu'elle génère des bénéfices excédentaires. Benoît, clairement, tu vas nous parler de quoi alors dans cet épisode ? De comment optimaliser le surplus de bénéfices que l'on a. C'est vraiment l'utilisation de l'outil de la société pour pouvoir optimaliser et retirer le maximum en payant le moins d'impôts. Et pour faire rêver un peu ceux qui nous regardent là, pour les garder avec nous, on va parler de quoi très concrètement? Les 2-3 petites choses. Dividendes, okay. Stock option. J'adore. VVPR bis, mais ça c'est très barbare. Ouais, alors là tu m'as. Alors. Encore mieux. Je t'ai demandé de dire des trucs pour qu'on reste là. J'ai envie de me barrer, Jordan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que d'abord il y a une première chose à faire, c'est de poser le constat, le bon constat, Jordan. Alors effectivement, c'est un peu inutile d'aller plus loin dans les analyses. En fait, si la société n'a pas atteint un certain stade de développement, okay. D'abord on doit s'assurer que le dirigeant est suffisamment payé, est payé pour ses besoins du quotidien, tout simplement. Et encore une fois, après, il y a des excédents. Ça ne dépend pas nécessairement du chiffre d'affaires, c'est surtout sa rentabilité qui va dépendre de notre analyse et de savoir si on peut ouvrir des portes bien plus profitables. Benoît, est-ce qu'il y a des indicateurs, des chiffres qu'on peut donner où on peut se dire directement « Ok, là, il faut que j'aille voir mon comptable, il y a moyen d'optimiser des choses, il faut que je travaille sur mes revenus ». Ah oui, clairement. Il y a les bons indicateurs, c'est toujours la base imposable. Okay. Je pense que c'est ça le plus important. Et le deuxième indicateur, quand on est en société, c'est la rémunération que l'on veut. Il ne faut pas oublier la meilleure politique de salaire, c'est celle qui correspond aux besoins du dirigeant. Donc, il y a des stades d'évolution. Si l'indépendant, il est jeune, s'il est plus âgé, et en fonction de tout ça, on va paramétrer vraiment. Tu parles de base imposable. Est-ce qu'il y a un montant que tu peux donner où tu te dis « Ok, là, je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir m'amuser avec vous » ? Je pense qu'il faut d'abord avoir le salaire minimum que l'on veut pour vivre correctement. Je pense qu'une base imposable pour optimaliser au mieux la société de management, on est aux alentours de 40-50 000 euros de base imposable. Donc l'épisode du jour, en fait, on va parler certainement des bonus quelque part. Et donc de la partie qui vient agrémenter le quotidien du dirigeant lorsqu'il a assouvi ses besoins du quotidien. Une des premières choses sur lesquelles on peut jouer, qu'on peut regarder, c'est le fameux taux d'imposition. C'est vrai que de base, quand on est en société, c'est 25%, mais il y a un taux réduit qu'on peut aller chercher, Jordan. Tout à fait. Donc le taux réduit, c'est pour les 100 premiers milliers d'euros de bénéfices. Et alors, on peut être taxé, si on répond à certaines conditions, uniquement à 20%. Donc on gagne déjà 5%, et pour ça on doit répondre à certaines conditions comme une rémunération d'au moins 45 000 euros. Ça va évoluer avec la réforme, et d'autres petits critères comme des conditions de forme, il faut être une PME, ainsi de suite, etc. Benoît, tiens, un petit rappel rapide pour ceux qui nous regardent quand même, parce qu'on a pas mal d'indépendants personnes physiques qui nous regardent aussi. Le taux en personnes physiques, l'IPP. Progressif, coûte très cher, très vite. Okay. Quelques abattements, des déductions au départ, puis on monte très vite à 25%. 40, 45 et même 50%, et pas pour des salaires très élevés. La différence, elle est quand même non négligeable. On parle de 20 potentiellement en société à 50 en personnes physiques. Bon les amis, on a parlé effectivement de la première chose qui est de faire un bon constat, ensuite de travailler sur ce fameux taux et essayer d'aller chercher ce taux réduit. Mais après, le vrai défi, c'est de réussir à faire tout ça sans exploser les charges. Parce que c'est souvent ça sur lesquels on joue.
En tout cas, de ne pas nuire à la viabilité de l'entreprise Ouais. et à sa croissance future. Il n'y a pas qu'à sortir de l'argent. Une société, c'est un peu comme si c'était son enfant. Ouais. Il faut le laisser vivre et pour ça, il doit avoir des ressources. Donc parfois, tout sortir, c'est un mauvais conseil. Donc il faut garder un équilibre entre les intérêts de l'entreprise et ceux de son dirigeant de s'optimiser. Oui, je pense que c'est ce deuxième point qui est le plus important, c'est de pouvoir optimiser, de se mettre en relation entre les besoins du dirigeant et les ressources de la société. À différents stades de la vie d'un entrepreneur, on a parfois besoin de cash immédiatement, construire sa maison, alors qu'à d'autres moments, on a plus de disponibilité, moins de besoins, et là, on va développer un plan de pension. Et c'est vrai que sur le premier épisode, comment optimiser ses revenus, on a beaucoup parlé justement des charges qu'on pouvait déduire. Ici, on va parler d'autres choses. Et tu l'as dit en début d'épisode, allons-y, parlons de ces fameux dividendes, parce que là aussi, on entend tout et son contraire. Tout le monde dit, paye-toi le moins possible et va chercher tes dividendes. Bon réflexe, bonne idée, Benoît? Bon réflexe, en tout cas, oui, dans la réflexion, mais pas toujours la bonne solution, parce que en Belgique, l'impôt des personnes physiques, il est progressif avec des taux d'imposition faibles dès le départ. Donc pour moi, il faut d'abord aller chercher la pression fiscale avec du salaire brut classique avant d'aller penser à l'optimalisation dividende. Jordan, pourquoi on parle tant des dividendes? Alors les dividendes, je pense qu'on en parle tant parce que d'abord son taux paraît alléchant. On parle pour le dividende brut d'un taux de 30%. Donc forcément, si tu es taxé à l'impôt des personnes physiques dans ta déclaration d'impôt au-delà de 30%, tu vas te dire, tiens, ça peut être intéressant. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui oublient, et même certains comptables qui oublient de le mentionner, c'est qu'un dividende est d'abord taxé à l'impôt des sociétés. Donc, si on prend un dividende à 30%, on a déjà payé 50% d'impôt. Ah, mais donc alors, vraiment intéressant ou pas? Alors, le dividende à 30%, c'est vraiment le dernier dans l'éventail finalement des possibilités. Il existe des dividendes qui sont moins fortement taxés, mais parfois ça demande un peu de patience. À partir de quand, Benoît? Je ne sais pas de nouveau, moi je demande des chiffres, j'essaie de le plus concret possible pour ceux qui nous regardent. Quel est finalement le salaire maximum que tu conseilles d'aller chercher avant de se dire non, on arrête de faire monter le salaire, on va plutôt aller maintenant sur les dividendes? Moi je pense que le taux que l'État propose pour avoir le taux réduit est un bon compromis pour avoir un salaire net confortable pour vivre au quotidien, pour payer son crédit, etc. Et au-delà de ça, on peut commencer à travailler en dividende. Donc on peut vite aller à un dividende au-delà d'un salaire net de 2500 € par exemple. Ok. Je pense, moi, qu'il n'y a pas, c'est difficile en tout cas de donner vraiment un seuil à partir duquel on peut passer à la politique de dividende. C'est vraiment un peu du cas par cas en tenant compte de la fiscalité. Le point de départ, c'est est-ce que le dirigeant, dans sa propre fiscalité, commence à payer plus d'impôts que le taux du dividende? Oui, et alors on peut même rajouter qu'il y a différents types de dividendes qu'on va voir juste après, et où là, ça fait rabaisser le critère. Et justement, je lis ici, la rémunération reste potentiellement plus intéressante, mais il existe des formes de dividendes alternatives. Tu m'as tendu la perche. Quelles sont alors ces formes de dividendes alternatives qui peuvent être intéressantes, Benoît? Moi, je proposais d'abord de parler du VVPR bis, okay. Cette fameuse mesure qui permet, moyennant quelques conditions, avoir créé une société après une certaine date de juillet 2013, d'avoir également versé du capital en numéraire, de l'apport en numéraire, etc. Mais d'avoir, après un délai d'attente qui est de 3 années, de pouvoir se dire j'ai un dividende non plus taxé à 30% de précompte mobilier, mais à 15% de précompte mobilier. Il ne faut pas oublier que le dividende, il n'y a pas de cotisation sociale dessus et il n'y a plus d'impôt. C'est un précompte qui est libératoire. Et là, ça devient intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant de noter ça. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser déjà à la création de l'entreprise, parce que je pense qu'aussi l'actionnariat peut avoir un impact si l'actionnaire arrive après la création de l'entreprise. Enfin bref, il y a toute une histoire comme ça. Non, exactement, c'est une des conditions. On ne peut pas transférer ou vendre des actions. Celui qui rachètera les actions ne bénéficiera plus de cet avantage-là. Okay. Moi, j'aimerais bien savoir le nom de celui qui a inventé ces dividendes, parce que VVPR bis, VVPR terre, c'est quand même très barbare. Mais si on compare, effectivement, donc on peut avoir des différents taux à 30, à 15 et même pour l'instant encore à 20%, eh bien, on voit que le taux moyen d'imposition, là-dessus, le taux de retour finalement sur investissement, il va osciller entre 35 et 36% de taxation. Et là, on commence à s'éloigner de l'impôt des personnes physiques où on peut aller jusqu'à 50%. Tu as parlé de VVPR terre? Oui, c'est ce qu'on appelle la réserve de liquidation. Ok, donc ça c'est une autre forme de dividende, c'est ça? On a parlé de VVPR bis et il y a VVPR terre, c'est ça? Voilà. Tout à fait. Et c'est quoi la différence? Je laisse Benoît expliquer.
Merci Jordan. C'est une autre forme de dividende que l'on attribue. Encore une fois, c'est une question plus de durée et de laps de temps que l'on a. Okay. C'est une réserve que l'on attribue lors de l'affectation du résultat, donc une fois que le bénéfice est déterminé. Et alors, on définit un bénéfice qu'on met en réserve. On payera une pré-taxe de 10% sur le montant que l'on décide d'attribuer à ce dividende futur. Et alors, on laisse courir pendant 5 années sans y toucher. Il y a une progression du précompte mobilier qui va diminuer avec le temps, mais au bout de 5 ans, on pourra également ne plus que repayer un pourcentage de taxe de 5%, ce qui fait qu'au total, on arrive à du 15% aussi. C'est avantageux pour les sociétés, par exemple, qui ne bénéficient pas du VVPR bis. Parfait. Les amis, ça paraît peut-être très technique, chinois pour vous. Le plus important, si vous êtes noyé, c'est simplement de retenir qu'il y a différents types de dividendes et puis vous contactez votre comptable et vous lui dites c'est quoi cette histoire de VVPR bis, VVPR terre, et puis lui prendra le temps, vous fera des petits dessins, des petits schémas et je vous promets vous allez y arriver. Ou alors vous revenez en arrière, vous recliquez sur play, c'est la magie de YouTube, Jordan. Moi je pense que c'est en fonction en fait du degré d'impatience du dirigeant. S'il veut un dividende rapidement, il n'y a que le dividende normal à 30%. S'il est moyennement patient, il peut opter pour un dividende en VVPR bis, donc ça c'est celui intermédiaire à 15%. Et s'il est très patient, en fait, il peut opter pour la réserve de liquidation, c'est-à-dire que la liquidité peut rester finalement dans l'entreprise et simplement en jouir un peu plus tard que toutes les autres formules. On va parler dans un instant des autres optimisations possibles. On va clôturer tout doucement l'histoire des dividendes. Un exemple peut-être concret pour que ça soit justement concret pour ceux qui nous regardent. Oui, je sais bien que tu aimes bien ce genre d'exemple. J'ai comparé rapidement, si quelqu'un prend un dividende de 10 000 euros, combien il va avoir dans sa poche. S'il prend un dividende ordinaire à 30%, il va toucher 5 250. Imagine, la perte est quand même assez substantielle. S'il prend un VVPR bis, donc l'intermédiaire, ce sera 6 400. Et s'il attend via une réserve de liquidation, ce sera 6 500. Donc on voit que via la fiscalité, ces deux derniers produits valent peut-être le temps d'attendre. La patience paye parfois. Les amis, même avec la comptabilité, la fiscalité. On continue avec d'autres optimisations. On avait déjà un peu évoqué l'histoire de la voiture de société dans le premier épisode. Vous l'avez renoté. Il y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à ça? C'est vrai que la voiture de société, ça reste aussi un levier. Ça reste un grand levier, surtout quand on commence à jouer dans les mesures écologiques avec les véhicules électriques. Là, on arrive dans des déductibilités qui sont très intéressantes avec une pression fiscale qui est moindre aussi grâce aux avantages qui sont quand même un peu plus réduits que les gros véhicules consommateurs de CO2. On s'est dit avec les équipes qu'il fallait absolument qu'on fasse vraiment un épisode focus là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et donc on creusera, je pense, dans un prochain épisode sur la voiture. S'il fallait donner peut-être un conseil concret à ceux qui nous regardent, ce serait quoi? D'aller vers l'électrique, d'aller vers l'hybride, d'attendre, de faire quoi? Aujourd'hui, en tout cas, ils peuvent à nouveau se faire un peu plaisir et revenir dans certaines configurations sur des véhicules électriques de manière avantageuse. C'est toujours la même chose, c'est encore du cas par cas. Il y a beaucoup de mouvance par rapport à ça. Mais aujourd'hui, quelques portes se sont réouvertes avec notre nouveau gouvernement. Alors les amis, on continue, on avance dans cette émission. J'entends souvent aussi des potes indépendants commencer à parler de PLCI, de EIP. J'ai envie de leur dire, les gars, parlez français, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire de PLCI et d'EIP? Alors, PLCI et EIP, ce sont tous les deux des plans de pension. Donc, ce sont des optimalisations salariales qui existent et qui permettent de se couvrir, payé par la société pour sa pension. Ce sont deux plans différents. L'un est plus avantageux que l'autre quand on est en personne physique. L'autre est plus avantageux quand on est en société parce qu'on peut aller plus haut dans les valeurs que l'on capitalise. On se constitue déjà un droit à la pension via les cotisations sociales qu'on paie. Est-ce qu'il faut compter dessus? C'est la grosse question. Donc certains préfèrent avoir un espèce de garde-fou en constituant en parallèle une pension libre complémentaire ou un EIP. Et c'est des produits tout à fait différents qui ont leurs limites. Généralement, la pension libre complémentaire, c'est le premier levier. C'est celui qui est le plus optimal d'un point de vue retour fiscal. Et l'engagement individuel de pension vient derrière et a une voilure beaucoup plus importante. Et c'est vrai que très très vite, quand on va à la banque, même à l'ouverture de la société, forcément, les banquiers sont parfois aussi des commerciaux aujourd'hui et nous disent de très très vite prendre ces PLCI, etc. Est-ce que vous conseillez à ceux qui nous regardent d'intégrer ça le plus rapidement possible dans son plan ou alors peut-être d'être mollo et de mettre son argent ailleurs au départ? Moi, je pense que c'est un discours qu'il faut tenir avec le client, entre le client et le comptable, pour savoir l'opportunité, le moment de l'utiliser ou de l'activer. Ça, je pense que c'est le plus important, c'est le dialogue. Et je pense que le mot que tu dis est très important, c'est le comptable. Parce que nous, on n'a rien à vendre dans l'histoire, donc on est totalement indépendant. Et le conseil qu'on va donner, il n'est pas biaisé. Parfait. On continue, on avance. Remboursement des frais propres. On parle de télétravail, frais de représentation, garage, parking.
C'est vrai que ça, parfois, on a la flemme. On se dit, ouais, c'est bon, je vais prendre ma carte, j'ai pas envie d'imprimer le ticket, j'ai pas envie. Mais c'est vraiment aussi, c'est des petits montants parfois, mais cumulés, ça peut faire la différence, Benoît. Ça, c'est top. En fait, c'est la meilleure des optimalisations fiscales. On a tous des petites dépenses. On va à l'horodateur, il n'y a pas de ticket. Et voilà, on a payé de sa poche et on ne le récupère pas. Donc, il y a moyen d'aller chercher là-dessus. Le plus important, c'est de voir en fait le retour en gain net qu'il y a. C'est pour moi un des meilleurs avantages. Alors, dans des limites, parce que la fiscalité met beaucoup de limites, mais quand on voit le rendement brut net, c'est très intéressant. On peut dépenser 100 € d'indemnité forfaitaire. La société, elle va récupérer l'impôt, donc ça va lui coûter, avec 20% d'impôt, 80, et nous, on en touche 100. On crée de l'impôt. Donc, ça doit être utilisé avec parcimonie, mais c'est très, très intéressant. Je crois que tu as un nom pour ce genre de petits outils fiscaux. Les quick wins. Les quick wins. Ouais, mais c'est vrai, c'est des petites choses. Et à chaque fois, on dit, ouais, c'est pas grave, c'est pas pour 5 €, c'est pas pour 6 €. Mais à la fin, ça peut quand même faire la différence. Mais donc, petite mise en situation. Je suis face à l'horodateur, par exemple, et merde, j'ai pas ma carte de société, par exemple. Je paye avec ma carte privée. Et donc, quel est le move comptable que je dois faire ? Je fais une photo de ça et puis je l'envoie à mon comptable ? Le but, c'est justement d'éviter tout ça. C'est aussi de nettoyer les comptabilités de tous ces petits tickets via les frais propres à l'employeur. Et donc, on te dit, en gros, on va activer tel forfait, frais de parking, frais pour les petits repas que tu peux faire. L'indemnité la plus courante, c'est celle du télétravail, par exemple. Et tu n'es pas taxé sur ces éléments-là. Mais à contrario, tu ne dois plus polluer ta comptabilité via les petits tickets. Donc, tu reçois une somme pour payer de ta poche ce genre de frais. Je n'avais pas compris ça, les amis. Donc, quand on parle de remboursement des frais propres, c'est à travers des forfaits, en fait. Tout à fait. Ok. Et donc, même pour les frais de parking, on peut déterminer un forfait ? Bien sûr. Donc, d'ailleurs, il existe par la loi, en fait. Il est appliqué également aux fonctionnaires. Et donc, il y a un tas de forfaits qui sont établis par le droit social en matière de... Tu peux te faire rembourser ta connexion Internet, suivant ce forfait, les frais de garage, si c'est ta société, si tu mets ta voiture de société au garage, ainsi de suite, etc. Il y a une panoplie de frais forfaitaires qu'on peut activer. Et après, tu as la notion des frais réels. Ok, désolé, sorry si j'insiste, parce que c'est assez intéressant, mais je suis un peu perdu avec ça. Donc, en fait, en gros, comment ça se matérialise concrètement ? Quand je suis à mon horodateur, je paye avec ma carte de société à ce moment-là ? Non, avec ton compte privé. Par contre, tu reçois une fois par mois, via ton billet de paie, généralement, un remboursement de frais automatique. Ok, qui est plus intéressant potentiellement que... Pour autant que tu paies moins en réel que le montant du forfait. Et là, c'est mon comptable qui va me dire, écoute, voilà les forfaits, tu peux avoir 50 € de frais de parking, tu peux avoir... Et si je dépasse les 50 €, là, je repaye avec les cartes de ma société. Il y a définir entre eux pour mesurer, parce qu'il ne faut pas non plus demander 500 € pour quelques tickets. Donc là, il faut bien paramétrer ça. Alors ça a beaucoup d'avantages, notamment celui de simplifier ta comptabilité et ta gestion personnelle. Quand c'est un peu délicat, polluer avec ce genre de tickets, ça rend la gestion parfois très compliquée. Par rapport au télétravail, on avait évoqué dans un épisode précédent que le dirigeant, ils ne pouvaient pas forcément bénéficier de cette indemnité télétravail. C'était les employés, c'est ça ? C'est une zone un peu grise, mais généralement, par analogie, ça ne pose aucun problème, c'est toléré. Mais ça devient, c'est un peu technique, des frais propres à l'employeur sur base de critères raisonnables, tout simplement. Tu confirmes, par comparaison. Je confirme. Dans un instant, on va parler des stratégies un peu plus techniques quand on a plus de moyens. On va notamment parler des stock options. On vous dit tout ça dans un instant. Mais d'abord, je voudrais quand même qu'on parle encore d'une indemnité. C'est celle de quand on part à l'étranger. Pour la petite anecdote, je fais mon bilan et je dis à ma comptable, allez, tu sais pas encore un peu optimiser, il n'y a pas un truc auquel tu n'as pas pensé. Et puis elle me dit, t'es pas parti à l'étranger toi cette année ? J'ai dit, mais bien sûr, j'ai fait plein de tournages à l'étranger. Elle me dit, mais il fallait me le dire. Et elle m'a donné un document dans lequel j'ai dû mettre... tous les voyages que j'ai fait, le nombre de jours. Benoît, est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus ? Oui, tout à fait. C'est dans la même lignée des indemnités forfaitaires dont on discutait avant. Okay. Quand on part à l'étranger, on n'a pas toujours les tickets qui viennent, tickets de taxi, petit déjeuner ou un frais de restaurant, on n'a pas toujours tout ça, ou on ne sait pas toujours les garder. Et donc, il existe, par la loi, par un arrêté ministériel qui est voté tous les ans et qui permet de fixer un montant que l'on peut déduire ou se rembourser en fonction du pays et de la ville dans laquelle on va. Attends, mais ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y a quand même une précision à apporter. C'est que si tu pars en voyage et tu payes ton restaurant avec la carte de ta société, tu payes avec ta carte de société, c'est soit l'un ou l'autre. C'est ça. Tu ne peux pas profiter des deux. Oui. Okay. Il existe des techniques, si tu payes le restaurant, de retirer un petit pourcentage de l'indemnité fixée
pour retirer cette partie de restaurant du midi ou du soir. J'adore les petites techniques, Benoît. Tu reviens quand tu veux sur ce plateau. Avec Les plaisir. amis, n'oubliez pas vraiment, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et n'oubliez pas que le but, c'est de vous donner les idées. Vous prenez note et puis vous appelez votre comptable demain et vous lui dites c'est quoi cette histoire d'indemnité de voyage à l'étranger là et puis vous aurez des précisions plus concrètes pour votre cas bien précis, mais c'est important de le mentionner. Merci Benoît. Bon, est-ce qu'on n'irait pas un peu parler de ces fameux stock options? On parle de ça dans des milieux quand même très high level. Est-ce que c'est quelque chose d'accessible? C'est quoi exactement les stock options? Alors c'est quelque chose, là on rentre dans le dur, hein, au niveau des stock options, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment un peu plus technique, mais parfois faire de l'optimisation fiscale, c'est se faire du mal, tout simplement. Alors les stock options, c'est quoi? Parce que le nom il est un peu barbare. C'est un droit que la société donne à son dirigeant d'acquérir des actions à un prix déterminé à l'avance. En fait, donc, on n'est pas vraiment sur le marché des actions, on n'est pas coté sur Euronext, il n'y a aucune action sur la bourse, il y a un contrat entre la société et son dirigeant qui lui donne le droit d'acheter une option sur action à un prix qui est déterminé à l'avance. Et l'avantage là-dedans, c'est que la valeur, finalement, de ces actions n'influe pas quelque part dans la fiscalité. C'est un avantage en nature qui est calculé de manière forfaitaire et qui est bien moindre. Et donc, on abat grâce à ça, en fait, la fiscalité et les cotisations sociales d'ailleurs, puisqu'elles ne sont alors calculées que sur le montant de l'avantage en nature et pas sur la somme qu'on va récolter à la toute fin. Alors, c'est un peu technique, forcément, comme produit. Il faut faire les choses bien, il faut savoir s'entourer par rapport à ça, mais généralement, on classe ça avant les dividendes, avant tous les types de dividendes, parce que le retour sur investissement pour 100 € de stock option va généralement osciller aux alentours de 74 €. Donc on va avoir grosso modo 26% d'impôt, et ça c'est hors concurrence. Sorry, hein, mais j'ai compris l'idée, mais quand tu dis d'acheter des actions, mais quand moi je suis dirigeant de ma boîte, moi j'ai 100% des actions. Alors c'est des actions extérieures. Ok. Voilà, sur un sous-jacent. Alors là, c'est là où on rentre sur des trucs barbares, mais ça te donne le droit d'acheter des actions d'un sous-jacent. Ok, donc c'est comme si. Donc en gros, tu investis. C'est ça en fait, c'est investir l'argent de ta société dans les actions d'une autre société. Si on veut, et alors l'avantage, c'est que à un moment donné, les actions, généralement, personne ne va lever l'option, donc ne va les acheter. La société va te racheter ce droit après une certaine période, et elle va pouvoir déduire la totalité. Tout simplement. Et donc, il y a des effets comme ça de battement, et c'est la société qui va te payer cette somme. Incroyable, les amis, vraiment. Stock option, encore un mot-clé à noter sur votre petite feuille. Benoît, tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur les stock options? Ou tout a été dit? Tout a été dit. Mais durée, voilà. souvent, on parle toujours de la durée. Plus on a du temps, mieux c'est. Mais là, c'est 1 an, donc la durée est très réduite. Oui, tout à fait. Très intéressant comme système. Ok. On n'a même pas le temps d'y penser. Dividendes, frais propres, stock option, holding, Jordan. Encore un nouveau mot-clé. Et ça, on voit ça de plus en plus aussi sur TikTok, là, les grands gourous de l'entrepreneuriat qui nous disent « créer une holding, ça fait rêver ». Ouais, mais Benoît, il a une question sur les holdings, je pense. Oui, on est un peu puriste. Hein, on est un peu puriste. On aime bien classifier, ou plutôt ne pas utiliser le terme holding, qui pour moi, holding, tenir, plutôt société d'action, plutôt utiliser le terme de société de management, qui est une vraie société à ce moment-là où on actualise, où on optimalise les salaires. Oui, moi j'appelle même ça la société de salaire. Ok, donc là l'idée c'est de créer une autre société. C'est ça. Qui deviendrait donc une société de management, et c'est de facturer alors sa rémunération, enfin de gérer sa rémunération et certains avantages via cette holding. Alors ça peut être notamment très utile dans les sociétés d'exploitation qui comptent plusieurs actionnaires ou plusieurs administrateurs. Parce que parfois on est un peu limité par les choix de ces associés des co-administrateurs. Et à ce moment-là, pour pouvoir récupérer finalement de la liberté, on constitue au-dessus des sociétés holding, moi j'appelle ça des sociétés de salaire, dans lesquelles en fait on va faire un peu ce qu'on veut pour soi. Oui, complètement. Et concrètement, c'est vrai qu'on l'a vécu récemment dans une des sociétés. Il y a quelqu'un qui voulait acheter une voiture de telle marque. La société dit « mais attends, t'es fou, c'est pas le moment d'acheter ça », alors que pour cette personne, c'était le moment de l'acheter. Et donc finalement, si elle avait une société de management, elle n'a pas à se justifier, elle a sa rémunération, elle fait ce qu'elle veut avec l'argent qui est dans cette société-là. À quel moment cette société de management devient intéressant à créer? Quel est l'indicateur, le chiffre, qui peut nous dire « ok, c'est le moment de créer une société de management ». Le faire directement, ça a du sens ou pas? Alors, ça peut avoir du sens, mais dans une configuration à plus long terme. Généralement, on va laisser se développer l'entreprise et la société de rémunération va apparaître comme une opportunité en cours de route.
On va parler dans un instant des choses qu'il ne faut pas faire. Benoît, un dernier mot sur la société de management, sur la holding. J'ai envie de dire que c'est surtout une opportunité d'aller parfois plus loin dans la réflexion de sa politique salariale. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre la réflexion qu'on a sur son activité et son salaire. Parfait, les amis, tout doucement. L'émission, on arrive tout doucement déjà à la fin de cette émission. Je vous le rappelle encore et toujours, n'hésitez pas à continuer à prolonger le débat, donner votre avis aussi sur la holding, sur les dividendes, partagez votre vécu en commentaire de cette vidéo, c'est vraiment important. Ça permettra de faire profiter de votre savoir, de votre expérience et à tous les membres de la communauté. N'hésitez pas à challenger nos experts aussi en commentaire. Jordan, j'ai vu ton petit doigt se lever, tu voulais rajouter quelque chose avant que Oui, parce que je pense qu'au niveau des holdings et des sociétés de salaire, l'un des derniers leviers très importants, ça va être l'immobilier. Et donc l'immobilier se fait de manière plus efficace finalement via une société de rémunération qui devient patrimoniale. En fait, à ce moment-là, de manière aussi à ne pas mélanger les choses. C'est-à-dire qu'une activité économique, elle est toujours sujette à des risques. L'isoler dans une autre société, eh bien, ça permet de le protéger. Et une logique, hein, Cindy, une de nos autres chroniqueuses aussi, l'a évoqué. Elle a dit, les amis, quand il y a de l'argent dans votre société, si la trésorerie elle est bonne, faites fructifier cet argent, faites travailler cet argent. Et c'est vrai que pourquoi pas investir dans l'immobilier, ça peut être aussi une bonne chose. Bon, tout doucement, on arrive à la fin de cette émission. Ce qu'il ne faut pas faire rapidement, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, Benoît. Si tu es d'accord avec moi, c'est de dire de ne pas réfléchir à ce que l'on peut faire. Celui qui n'agit pas, c'est celui qui a le plus à perdre. Quand on commence à réfléchir, à penser à tout ce qu'on a discuté avant, à ce moment-là, on est gagnant sur toute la ligne. Si on ne réfléchit pas, c'est là qu'on perd le plus. C'est vrai que parfois, quand on a 50 000 euros, 70 000 euros de chiffre d'affaires, voire 100 000, on se dit on est petit, qu'est-ce qu'on va optimiser ? Mais visiblement, il y a des choses à faire dès le départ, ou en tout cas à penser. Ça permet aussi de fixer des objectifs, d'avoir une vision et de savoir où on veut aller à court, moyen et long terme. Donc c'est important de déjà parler de tout ça maintenant, même si vous n'êtes qu'au début de votre aventure. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ou je dis n'importe quoi ? Tout à fait, il faut éviter d'être trop frileux aussi. Dans le développement finalement de cette politique salariale et de cette optimisation. Évidemment, il faut se faire conseiller, savoir s'entourer. Je pense que c'est la clé du succès. Une des erreurs aussi qu'on peut faire, c'est que souvent on entend des gens dire paye-toi le moins possible, et on en a parlé aussi dans un autre épisode, et profite des dividendes, mais attention, tu peux perdre le taux réduit si ta rémunération est trop basse. C'est ça, Benoît ? Oui, tout à fait. Maintenant, ce n'est pas toujours dramatique. Si on compense bien par d'autres choses, on peut parfois s'arranger pour perdre volontairement le taux réduit, mais avoir d'autres possibilités plus intéressantes. Merci les amis pour tous ces conseils. Il y a certainement d'autres erreurs, d'autres pièges, mais je compte sur vous pour les mettre en commentaire. Bon, Benoît, pour ta première, Jordan, on peut dire qu'il a bien géré, Benoît, non ? Merveilleux. Je vais te donner le mot de la fin. On va faire le dernier tour de table, c'est un petit rituel en fin d'émission, parce que parfois on avance et on oublie d'évoquer certaines choses. Jordan, si tu devais terminer cette émission, tu terminerais par quoi ? Un dernier mot ? Je le ferai un peu comme une conclusion, c'est-à-dire que dans le cadre d'une bonne optimisation, d'abord on pense aux produits de pension, ensuite on pense stock option, et ces éléments sont déductibles au niveau de la société, puis on agit sur des éléments qui ne sont pas déductibles à l'impôt des sociétés. Ce sera toute la politique de dividendes et retenir qu'une bonne optimisation, c'est de l'artisanat. C'est beau ça, merci pour ce beau résumé. Benoît, les droits d'auteur aussi, on n'en a pas parlé, c'est aussi on va faire je pense un épisode, parce que je pense que si on veut parler de droits d'auteur, on est parti pour 40 minutes de plus, on fera un épisode là-dessus, mais les droits d'auteur aussi, on peut encore aujourd'hui en 2025 jouer avec ça. Tout à fait. Très intéressant, encore plus intéressant que tout ce qu'on a dit, mais très touchy fiscalement parlant. Je pense que là, et c'est le mot de la fin, c'est là, plus la communication avec le comptable est intéressante, plus on saura mettre en place ça. Mais là, il faudra peut-être faire intervenir d'autres acteurs, comme peut-être des avocats fiscalistes. Clairement. Et puis n'oubliez pas les amis, soyez proactifs. Vraiment, je vous le dis. On en a parlé en off. Jordan, tu disais que il y a de moins en moins de comptables, il y a de plus en plus d'indépendants. Les comptables sont aussi débordés. Et donc, vous devez être proactif. Il ne faut pas croire que les gars, le matin, ils se réveillent. Tiens, je vais aller voir la société de Davy et je vais l'appeler. Ou non, soyez proactifs, appelez-le. Et je pense que c'est encore un bon conseil à donner. Le dirigeant est un réel acteur de son optimisation. Parfait, on termine là-dessus. Merci Jordan, merci Benoît, bravo pour cette première. Merci. Les amis, merci à vous. N'hésitez pas à partager toutes nos vidéos, parler de Pause Compta autour de vous. On vient de démarrer. On aura une dizaine d'épisodes sur cette première saison. On a envie de continuer, mais pour qu'on continue, il faut que vous soyez là au rendez-vous. Donc tous les indépendants, les futurs indépendants que vous connaissez, vous leur parlez de Pause Compta. Ciao, ciao et à bientôt.